Caroline Mière. Vous venez d'arriver vraiment il y a quelques minutes à Tripoli. Vous avez traversé le pays depuis la Tunisie. Racontez-nous comment est vécue la mort de Kadhafi. Les Libyens sont enfin allés se coucher, mais ils ont fait la fête toute la nuit, les Libyens. Je peux vous le dire, dans chacun des villages que nous avons traversés, ils étaient dehors, ils chantaient, ils ont agité des drapeaux. J'ai ri comme je n'avais pas ri depuis 8 mois, depuis qu'on est entré en guerre, m'a dit Mohamed, un jeune rebelle. En fait, aujourd'hui, à Tripoli et dans tout le pays, ils n'ont que 2 mots à la bouche, les Libyens. Le premier, c'est Muammar Kadhafi, le nom du dictateur. Ils le disent et le répètent dans chacune de leurs phrases comme pour l'exorciser et ne plus jamais en parler. Et puis l'autre mot, c'est Siraj Abdallah. Siraj Abdallah, c'est le nom du héros du jour. Ce jeune homme de 21 ans, originaire de Misrata, serait à l'origine du tir sur le dictateur. Alors, vrai ou pas vrai, peu importe pour les Libyens. En fait, aujourd'hui, ils ont véritablement besoin d'une légende, d'un héros positif. Question, Caroline. Ils ne sont pas déçus que Kadhafi soit mort? Étonnamment, non. 10 ans après l'assassinat de Muammar Kadhafi par des rebelles, la Libye peine à retrouver une stabilité. Depuis, le pays reste dans la tourmente et l'instabilité règne. En ce qui concerne la situation libyenne au cours des 10 dernières années, depuis la mort de Muammar Kadhafi, le pays est passé par des phases. Au début, la situation était bonne, mais ensuite les choses ont commencé à empirer petit à petit, jusqu'à ce que nous arrivions à aujourd'hui. Après que 10 années soient passées depuis la mort de Kadhafi, on vit actuellement un conflit dû à un échec dans la gestion de la crise. Depuis sa mort, certains Libyens restent fidèles à l'ancien dirigeant. Le guide de la révolution a été renversé en 2011 par une révolte inspirée des soulèvements des pays voisins. Le 20 octobre, des rebelles l'ont traqué jusqu'à sa ville natale de Sirte avant de le torturer et de le tuer en pleine rue. Dans la spiritualité africaine, celle de nos ancêtres kémites, que je vous conseille vivement de connaître et de pratiquer, l'initiation, ce n'est pas l'école. On n'est pas à l'école quand on parle de l'initiation. Ce n'est pas la formation. Ce n'est pas la connaissance scientifique. L'initiation, c'est un domaine particulier qui met en évidence 2 mondes. Le monde visible et le monde invisible. Ça, c'est né chez nous, en Afrique. Et c'est ce que nous pratiquons. C'est ce que nos ancêtres ont pratiqué. C'est ce que le christianisme et les autres religions sont venus essayer de casser, de briser, de faire disparaître. Le mot, l'initiation même est née en Afrique. L'initiation, c'est l'œuvre des Africains. Les autres n'ont fait que copier. Mais l'initiation, c'est chez nous. Pour être pharaon, il fallait être initié. Et la Bible l'a reconnu d'ailleurs. Quand vous lisez Hébreux 11.3, la Bible vous dira très bien que le monde visible tire son origine dans le monde invisible. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde invisible est supérieur au monde visible. Quand on parle de l'initiation, en fait, ce sont les esprits qui viennent vous former, qui viennent vous préparer, parce que vous devrez travailler avec eux. Tous les Africains qui ont la mélanine ont leur ancêtre dans leur sang. Effectivement, Sa Majesté. Je voulais revenir un peu sur le sang, parce que vous avez dit tout à l'heure que le sang est un élément fondamental de l'initiation. Et justement, il y a certaines personnes qui pensent qu'au cours des initiations, on boit du sang humain. Est-ce que... Quelle est donc cette importance-là que le sang a? En tout cas, en Afrique, dans les confréries initiatiques authentiques, nulle part le sang humain n'est versé, nulle part, comme il le démontre, il n'y a pas cette société authentique de l'Afrique où on boit le sang humain. Le régime cannibale et vampirique, qui sont ceux qui ont apporté, ça en Afrique. Mais ce sont les Occidentaux. Nous, en Afrique, on substitue le sang par le sang des animaux. Quand on tue le sang
d'un animal sur une divinité, c'est pour vitaliser la divinité. On ne le consomme pas. Il peut y avoir des rituels où tu consommes le sang, mais pas le sang humain. Et pour consommer, voilà pourquoi on parle d'initiation. Il peut y avoir, on ne va pas cacher ça. Mais ça n'a jamais été un sang humain. Voilà pourquoi il disait que en Afrique, le sang est un élément très très important dans les rites, dans les cérémonies, dans l'initiation. Tu prends l'animal, tu parles, tu murmures tes vœux dans ses oreilles. Les vœux que tu as murmurés dans les oreilles de l'animal, c'est le sang de l'animal qui capte, parce que le sang a une fonction électrique et une fonction magnétique. Que ce soit le sang animal, que ce soit le sang humain. Voilà pourquoi eux autres, les ordres, les fraternités autres diaboliques qu'ils ont créés, ils ont injectés dans nos différentes sociétés, ils font leurs cérémonies, leurs cultes sont basés sur le sang humain. Vous comprenez, les crimes rituels. Il n'y en a pas dans les vraies confréries initiatiques de l'Afrique, à part les confréries initiatiques qui se sont laissées infiltrer. Nous n'allons pas citer les noms. Infiltrés par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, tout ce qui est sorti de l'Occident. C'est dans ce domaine-là que vous allez voir, là où on boit le sang humain, là où on mange la chair humaine. Il n'y a pas d'initiation en Afrique qui soit basée sur la chair humaine ou bien sur le sang humain. Elle fascine, intrigue, exaspère, discrète. Elle est présente sur tous les continents. Pour beaucoup, la franc-maçonnerie reste un véritable mystère. On va tenter d'y voir plus clair ce soir avec Laurent Kupferman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mohamed. Vous êtes l'auteur de ce livre, 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Ça tombe bien parce qu'on a le double de 3 minutes avec vous ce soir, au moins. La franc-maçonnerie est née en Écosse au XVIIe siècle et aujourd'hui, elle est présente, je l'ai dit, sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui, enfin, elle est principalement présente elle est née en Europe, donc après elle est présente dans les continents qui ont été colonisés, puisque c'est par la voie de la colonisation que la franc-maçonnerie s'installe dans les empires britanniques et français. Alors il y a l'histoire des loges, les rituels, les mythes, le langage symbolique, la spiritualité, édition Le Courrier du Livre. Dites-nous au juste, c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce une philosophie? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord une manière de se construire et de porter un regard plus ouvert au travers du regard des autres, d'ouvrir sa propre perspective sur le réel. C'est né au sein d'une communauté de tailleurs de pierre qui se rassemblent à l'époque, d'où d'ailleurs l'appellation franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui réunit à l'époque ces hommes? Alors, ça, il y a toujours cette discussion entre la réalité de la franc-maçonnerie qui est née des tailleurs de pierre ou l'émergence au XVIIIe siècle à la suite de la philosophie des Lumières. Mais peu importe en réalité. Ce qui rassemble ces hommes, c'est le désir de bâtir ensemble et de faire le beau, de faire le bien. Quoi? Bâtir d'abord des cathédrales ou des palais, puis ensuite des cathédrales de l'esprit quand la maçonnerie passe de l'ordre du matériel, de l'ordre du spéculatif, comme l'on dit. Vous êtes vous-même membre d'une loge? Oui, je suis membre du Grand Orient de France. En général, c'est plutôt secret. Pourquoi les gens ne le disent pas? Mais il faut voir ça à cause probablement des persécutions qu'il y a pu y avoir. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et les maçons ont peut-être aussi leur part de responsabilité en cultivant cette idée du secret. C'est Casanova qui donne la meilleure définition du secret. Casanova, qui était lui-même franc-maçon, il dit « Le secret n'est pas dans les rituels, le secret n'est pas dans les décors. Le secret, il est intransmissible puisqu'il est ce que j'éprouve en travaillant dans cette méthode. J'ai entendu parler de la laïcité, notamment, s'agissant des cercles. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot franc-maçon. Alors, la laïcité a été portée par des maçons, mais pas uniquement par les maçons. Et la laïcité, c'est une spécificité de la maçonnerie française, ou en tout cas d'influence française. Bien des maçons n'ont même pas conscience de la laïcité. Je pense aux maçons anglo-saxons, par exemple. Pour les téléspectatrices et les téléspectateurs francophones qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour adhérer à une loge si les gens le souhaitent?
Avant, il fallait être parrainé, mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez tout simplement aller sur Internet, vous tapez franc-maçonnerie. Selon le pays où vous habitez, vous serez rerouté sur le site d'une obédience et vous envoyez votre candidature. Alors, on sait que sur le billet américain, je crois, le dollar, il y a un symbole de la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles de cette franc-maçonnerie la plupart du temps? Les symboles de la franc-maçonnerie sont des outils qui sont issus des ouvriers, des traditions des tailleurs de pierre. Donc vous avez l'équerre, le compas, le fameux delta lumineux, mais qui n'est pas propre à la maçonnerie. Le fameux delta lumineux que vous évoquez sur le dollar, il s'agit de la conscience. Vous le voyez aussi bien sur des églises qu'en maçonnerie. Alors vous avez parlé tout à l'heure des anciennes colonies, notamment françaises. On va parler de l'Afrique. Peut-être une question qui me revient à l'esprit sur la question du secret, par exemple, et des fantasmes. Est-ce qu'il y a tout de même, on sait que la franc-maçonnerie n'est ni de gauche ni de droite, que beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup en tous les cas, certains y appartiennent. Est-ce qu'ils ont un pouvoir, les francs-maçons, sur la classe politique? Non. Ça fait partie, encore une fois, des fantasmes qui sont véhiculés parfois par les adversaires, mais même y compris parfois par des maçons pour se donner un peu d'importance. Non, un maçon ou une maçonne est un homme ou une femme libre. Sur l'Afrique, justement, quel est le poids de la franc-maçonnerie dans les cercles dirigeants africains? On entend souvent parler notamment des réseaux de la France-Afrique quand on mêle les deux, Afrique et franc-maçonnerie. Qu'en est-il? Oui, il y a une réalité, je vais pas vous mentir. Pour exactement vous dire ce qu'elle est, je n'en sais rien. Ouais. Mais il y a une réalité qui est due à l'histoire, c'est le poids de l'histoire. Merci beaucoup.